Bonjour à toutes et à tous, juste avant que la vidéo démarre, je vous embête pas longtemps, je vous rappelle que j'ai sorti mon jeu de rôle, Vadentis. Il est disponible gratuitement ou à prix libre sur DriveThruRPG. C'est un système et un univers qui est facile à prendre en main, le but c'est de laisser le plus possible de liberté aux joueurs et joueuses ainsi qu'aux maîtres du jeu. C'est dans un univers médiéval fantastique avec des éléments steampunk mais également de science fantasy. Vous pouvez créer vos propres personnages sans aucune montée de niveau réglementée, mais où les personnages évoluent en fonction de vos choix. Bref, je vous embête pas plus longtemps, plus d'informations en description et je vous remercie et on lance la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et oui, j'ai un bouton. Aujourd'hui, nouvel épisode de Film Psy, ce format durant lequel on décrypte des films. Et donc, je vais vous inviter à une autopsie un petit peu particulière. Puisqu'aujourd'hui, on va parler du film Flow de Gins Zilbalodis. Pardon si je prononce mal. Et si je dis que c'est un cas un peu particulier, c'est parce que quand je l'avais vu au cinéma et que j'étais sorti du film, j'en étais sorti plein d'interrogations, mais surtout plein d'émotions. Et j'avais eu envie de faire une vidéo à son sujet. Mais en même temps, je m'étais plutôt dit que c'était un film que j'avais envie de laisser là où il était, sans une suranalyse. Mais dernièrement, j'ai pu voir des interviews du réalisateur et ses réponses m'ont donné envie de me replonger à l'intérieur de ce film. Malgré tout, je maintiens ce que j'ai dit à l'époque. Flow, c'est un instant un peu hors du temps. C'est un bijou onirique qui transmet des émotions très fortes et qui vraiment chamboule à l'intérieur. Mais donc, on va faire un petit travail d'analyse petit à petit. Mais avant toute chose, rapidement, de quoi ça parle, Flow? Alors juste avant de se lancer dans le résumé, on va spoiler l'intégralité du film. Dans Flow, ou Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau, on suit les péripéties d'un chat solitaire pour survivre dans un monde où les humains semblent avoir disparu. Une montée des eaux aux dimensions bibliques a alors lieu. Paniqué, le chat fera la rencontre d'autres animaux, un capybara, un chien, un lémurien et un secrétaire. L'oiseau, hein, pas le métier. Ensemble, ils avanceront en direction d'une grande montagne, à bord d'un voilier, mettant de côté leurs différences pour survivre. Et tout au long de leur quête, on croisera les ruines d'une civilisation humaine, et lors de certains dangers, ils se feront aider par une sorte de baleine. Arrivant vers ce pic, l'oiseau et le chat grimpent au sommet. Et là, dans un phénomène qui semble irréel, magique, une lumière venue du ciel aspire l'oiseau, qui disparaît. L'eau se retire, ramenant un monde changé, mais où les animaux, grâce au sacrifice de leurs camarades, pourront enfin vivre ensemble. Voilà en gros de quoi ça parle. Chose intéressante, malgré le fait que ce soit un film d'animation où l'on suit des animaux, ils ne parlent pas et ont des comportements extrêmement réalistes, à quelques détails près. Et c'est effectivement une des volontés du réalisateur. Garder des animaux qui aient l'air d'animaux, pour que l'on garde leur spécificité et surtout leur différence. Et le travail de la mise en scène aussi est super intéressant. Il y a par exemple la volonté de ne pas avoir de texture lisse comme dans les grosses productions pour garder un aspect naturel et une esthétique assez unique. On a aussi le droit à des longues séquences sans musique ou sans bruitage. C'est des véritables plans séquences d'animation durant lesquels on ne fait que contempler les événements. Il y a d'ailleurs la volonté d'avoir une caméra mouvante, à tel point qu'elle arrive même pas toujours à cadrer correctement l'action. Et en animation, une caméra qui n'arrive pas à cadrer une action précise, c'est totalement volontaire. Mais ok, tout ça c'est bien beau. Mais quand on sort du film, on est en droit de se poser plein de questions. C'est quoi ce monde? Pourquoi y a-t-il des animaux en provenance de tous les pays? Où sont passés les humains? Pourquoi les animaux ont des comportements d'animaux mais savent quand même barrer un bateau? C'est quoi cette baleine plus proche d'un animal préhistorique? Ce film c'est certainement une métaphore, mais une métaphore de quoi? Qu'est-il arrivé à l'oiseau et pourquoi son sacrifice a permis à l'autre de se retirer? Et enfin, la question la plus importante, pourquoi il y a des statues de chats autour de la maison du chat? Alors, pour avancer dans cette analyse, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord aller voir les théories que j'ai pu lire un petit peu à gauche à droite sur internet et ailleurs. Il y a des théories très bonnes, que je trouve super intéressantes, et des absolument stupides, voire détestables. Je vous mettrai un avis personnel sur chaque théorie à l'écran. Alors c'est parti pour nos théories en vrac. La théorie écologique. Le monde est notre terre dans plusieurs siècles et le réchauffement climatique a bouleversé l'écosystème. Les humains ont soit quitté la région dans laquelle on se trouve à cause de la montée des eaux, soit se sont enfuis sur une autre planète. Et ils viendraient juste chercher l'oiseau à la fin, ces bâtards. Théorie de la transformation. Les animaux sont en fait des humains qui ont tous été transformés en animaux au début du film, raison pour laquelle on ne voit aucun humain, mais que les animaux semblent avoir quand même quelques connaissances malgré tout. Théorie de l'équilibre et des espèces. Il serait question de l'équilibre de la nature et de l'espèce dominante. On rejoint donc un peu la théorie écologique en montrant clairement comment l'évolution d'un monde, probablement engrangée par les agissements d'une espèce, peut entraîner une extinction de masse. Là, le monde est noyé. Ainsi, les seuls animaux qui sont à l'aise sont les poissons et les oiseaux. Tous les autres sont en danger de mort. Mais une fois l'eau disparue, une espèce parvient à repondre son territoire, alors même que les poissons, eux, sont condamnés. Théorie de la métaphore biblique. Entre la montée des eaux,
l'arche est l'oiseau Jésus qui se sacrifie pour nos péchés. Dès son ascension, Dieu retire l'eau de la planète. Théorie de la science. Ce monde est un test scientifique où les humains recherchent une nouvelle planète. Ils ont alors apporté toutes les espèces d'animaux au même endroit pour voir comment elles évolueraient en symbiose. Théorie de l'anti-immigration et du grand remplacement. On peut avancer main dans la main, mais certains peuples, représentés par les chiens, dès qu'ils débarquent à bord, sont incapables de vivre en symbiose et foutent le bordel. Comme quoi on peut vraiment trouver tout ce qu'on a envie de trouver. Mais on juge pas les théories, ce sont que des avis. Mais on peut juger les cons. Donc voilà un peu le genre de théorie et d'analyse qu'on peut contempler à gauche à droite. Et si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir de les voir et qu'on puisse en débattre ensemble. Donc on ressort du film avec plein de questions et plein d'émotions. Et du coup, une des premières pistes qu'on peut explorer pour comprendre le message du film, ce sont les mots du réalisateur. Parce que oui, ça surprendra personne, mais c'est un film à message. Quand le réalisateur parle du lémurien, il le décrit comme une représentation des personnes matérialistes. Et bim, on a donc un premier indice. Parce que si l'un des animaux représente un groupe de personnes en particulier, ça pourrait vouloir dire que tous les animaux représentent également un groupe. On a donc les personnes matérialistes, et ça se voit tout le long du film. Parce que le lémurien, il s'accroche à des babioles, à tout ce qui brille, et surtout à tout ce qui lui montre son propre reflet. Quand on retrouve un autre groupe de lémuriens, ceux-ci sont habillés de tous ces bijoux. On poursuit donc cette idée de matérialiste en allant un peu plus loin, et ces groupes de lémuriens seraient alors les personnes qui ne s'intéressent qu'au physique, aux apparences. Le chat, le héros du film, serait alors la représentation des personnes solitaires ou remplies d'angoisse, ou les deux, qui ne font confiance à personne et qui pensent pouvoir exister toutes seules. Le jardin dans lequel on retrouve le chat est d'ailleurs rempli de statues de chats. Il est seul dans son univers et n'est entouré que par lui-même. À tel point que quand l'eau commencera à grimper, son seul refuge sera littéralement lui-même. Le seul moyen alors qu'il aura de survivre, ce sera au final de se jeter à l'eau, de quitter son cocon, de quitter qui il est, pour pouvoir évoluer, appréhender ses angoisses et commencer à gagner la confiance dans les autres. Le chien, ou plutôt les chiens, représenteraient peut-être les suiveurs, les personnes qui ne réfléchissent pas par elles-mêmes, qui se contentent de suivre le troupeau sans se poser de questions. Peut-être même que le chien en solitaire serait alors davantage une illustration des personnes trop optimistes, qui se disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et qu'on nous ment, et qui se contentent de suivre le mouvement. Le flow, sans chercher à se défaire des idées préconçues. Le capybara, quant à lui, serait la représentation, sans grande surprise, des flemmards. Se reposer, c'est bien, prendre soin de sa santé mentale, c'est important, mais de temps à autre, s'activer pour faire ce qui nous plaît, pour prendre soin de son entourage, et surtout des gens dans le besoin, pour avancer ensemble, c'est encore mieux. L'oiseau secrétaire, c'est un peu plus compliqué. J'aurais tendance à dire qu'il s'agirait peut-être d'une représentation des personnes qui sont déjà accomplies, voire privilégiées, voire même venant d'un milieu aisé. Car c'est lorsque l'oiseau veut venir en aide aux animaux du bateau qu'il est rejeté par les siens. Il est littéralement mis au même niveau qu'eux quand il se fait briser les ailes par son clan. De cette manière, l'oiseau est obligé de perdre son confort, de perdre ce qui le rendait supérieur entre guillemets aux autres, pour pouvoir les comprendre et surtout les aider et peut-être les guider. Ok, tout ça c'est bien beau, on a une belle liste, mais il reste encore un animal là-dedans. La baleine. La baleine, c'est un cas particulier, car elle ne se trouve pas à bord du bateau, et surtout, cet animal n'existe pas. Parce que c'est pas... Non, je dis pas que les baleines n'existent pas. Ce n'est pas vraiment une baleine. On serait plutôt sur un animal imaginaire, une sorte de léviathan. Alors si tous les animaux représentent un type de personne, bien physique, bien palpable, la baleine, qui n'existe pas vraiment, représenterait peut-être quelque chose qui n'est justement pas de l'ordre du palpable. Selon moi, la baleine serait alors la représentation de la chance. Elle est d'ailleurs littéralement un Deus Ex Machina, un coup de pouce du destin qui apparaît quand le chat en a besoin. Mais on va revenir sur cette idée de coup de pouce juste après. Parce que oui, il est temps de se poser la vraie question. De quoi ça parle, Flo? It wasn't my main goal or my first intention to tell like a message about our world, so I start with the characters, and I knew I needed to show the cat's biggest fear, so it was the flood, which comes very naturally, and then also it allows us not to have an antagonist. It's basically characters going against nature. Every time I've heard from very different types of people that they seem it's about something that they really care about it, but it's very different types of ideas, and that's why I don't want to like explain where the flood came from, or the rules of the flood, or a long history. I'm not really interested in that. I like when films kind of just focus on what is really important, and our goal was also to make something that would be relevant in many years, that's quite timeless, so that's why we don't see any like modern day technology or any kind of something that ties us to any specific place. It's kind of combining and merging different influences to make it more like a fable than something more realistic. Et c'est cette réponse qui m'a donné envie de faire cette vidéo.
Le film, il parle pas d'un événement en particulier, pas d'un phénomène précis et comment on y réagit. Non, le film, tout simplement, il parle des difficultés auxquelles on peut faire face. On est beaucoup à avoir pensé que Flo parlait d'écologie, du réchauffement climatique, de comment on devait y faire face. Mais non, le réchauffement climatique, ce n'est qu'une difficulté parmi d'autres. Ce n'est qu'une épreuve, entre guillemets. Flo, ça parle des difficultés de la vie. Tout simplement. On fait toutes et tous face à des angoisses, à des moments de vie plus difficiles que d'autres, à des instants de choix. Flo parle de ça, de ces moments. Et face à toutes les difficultés, la solution, c'est souvent peut-être de s'ouvrir aux autres, de s'améliorer, d'apprendre au contact des autres. Le chat, il fait face à ses angoisses et commence à faire confiance. Le capybara, flemmard, se lève et prend en charge de guider les autres. Le lémurien lâche les choses peu importantes, matérielles, pour venir en aide. Le chien cesse d'être un suiveur et fait ses propres choix. L'oiseau s'est mis au niveau des autres pour pouvoir les comprendre et les aider. Et quant à la baleine, comme je le disais plus tôt, c'était juste la chance. Parce que parfois, malheureusement, même avec toute la meilleure volonté du monde, ce sera pas toujours suffisant. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce du hasard ou du destin, comme vous préférez, pour nous aider à nous élever et à vaincre les difficultés. Le message du film, il est aussi simple que ça. Si le monde tel qu'il est dépeint montre des architectures de différentes civilisations, si les animaux viennent des quatre coins du monde, c'est parce que le message se veut être universel. Ça n'écrit pas un événement précis en un temps donné. Non, ce sont les difficultés qui nous font grandir, qui sont représentées à travers Flo. Les difficultés qu'on aura toutes et tous à affronter. Et dans le film, toutes les difficultés, elles sont liées et représentées par l'eau, par le Flo. L'eau dans ce film, c'est un outil narratif à part entière. Plutôt, on a parlé de certains aspects de la mise en scène, comme la caméra et les textures, mais l'eau est intrinsèquement liée à l'ensemble de la narration. Elle est la première épreuve que doit affronter le chat. Il y a tout d'abord la première vague, destructrice, contre laquelle on ne peut pas lutter. C'est l'événement dramatique qui marque les personnages. Elle s'incruste en eux et devient la difficulté à affronter. L'eau monte calmement, paisiblement, mais s'impose petit à petit comme un élément qu'il va falloir combattre. Elle est le traumatisme, qui s'incruste dans le paysage et qui restera pour toujours. Les animaux se joignent les uns aux autres, se découvrent, ils avancent ensemble et dès lors, l'eau est calme, paisible. Elle ne s'impose plus. On commence à appréhender le traumatisme grâce à l'entourage, encore plus quand chacun y met du sien. Finalement vient la résurgence de l'angoisse, car oui, on a affronté la difficulté, on l'a appréhendé, on a appris à survivre malgré le traumatisme. Et aujourd'hui, il va falloir l'affronter à nouveau, lui faire face. Et il revient plus fort, plus puissant que jamais, comme la tempête en fin de film. Mais grâce aux autres, on parvient à y faire face. Alors la peur est digérée, elle reprend sa place dans les profondeurs. Elle laisse malgré tout un univers changé, reformé. Car affronter ces difficultés nous a fait grandir. Et à présent, il va falloir vivre avec, en étant changé. Le traumatisme a marqué le chat, et quand il en rêve, il revoit l'événement déclencheur comme un tourbillon qui l'empêche d'avancer. Enfermé, il ne peut pas l'affronter. Mais une fois qu'il a appris avec les autres, une fois qu'il a accepté sa peur et qu'il commence à l'appréhender, le tourbillon prend une nouvelle forme, au sein même de sa peur. Il nage à l'intérieur, s'en accommode, l'affronte. Le flow, c'est le mouvement. C'est la peur qui grimpe, qui nous guide sur un chemin, un apprentissage. Flow, c'est se laisser aller au voyage, pour grandir, mûrir. Et avec l'aide des autres, et un petit coup de pouce du destin, on en ressort grandi. Et c'est quand j'ai vu cette interview du réalisateur, où il parlait justement du fait que le film était simplement une représentation des difficultés à affronter, que là je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo. Parce que souvent à travers ce format, on décrypte des films, on suranalyse même parfois, et on invente peut-être des messages, et on voit peut-être des choses qui n'existent pas. Et de plus en plus je me dis que le plus beau à travers un film, c'est pas l'analyse qu'on en fait, c'est ce qu'on en reçoit, ce qu'on en comprend. Tout dépend de notre sensibilité. Et là ce film, c'est littéralement ça. C'est littéralement un message simple, efficace, mais qu'on peut illustrer, qu'on peut imaginer, qu'on peut appréhender de 1000 manières différentes. Et ça c'est beau, non? Ah oui, au fait, j'ai écrit un livre et il sort tout bientôt, mais on en parle une prochaine fois. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres analyses, d'autres messages à proposer concernant Flow ou d'autres films à décortiquer, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleue, à la partager ou à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo si ce n'est pas déjà fait. Le partage est amour et je vous aime, et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo.